Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de notre série d'entretiens. Une fois par mois, nous prenons un temps plus long pour évoquer la formation, le parcours de l'un des membres de la troupe ou de l'un des artistes invités au Français, son parcours de vie, ses expériences de théâtre, ses affinités électives, son lien avec la Comédie Française. Alors aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Christian Lacroix. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette maison dans laquelle vous évoluez depuis un moment déjà et particulièrement en ce moment puisque vous êtes... J'attends une loge depuis 20 ans. Vous attendez votre... Oui, alors écoutez, on en parlera avec Eric Ruch. Je suis sûre qu'il y a un moyen de trouver une solution. Une enfance à Arles, ou en Arles, vous dites comment Arles. À Arles. En Avignon, une histoire de muraille, ouais. une histoire de royaume, une histoire de république. Bon, pas s'étendre. Une enfance à Arles qui façonne votre esthétique, votre rapport au monde, je crois. Puis l'école du Louvre, je fais des grands raccourcis à Paris. Un choix qui aurait dû aboutir au métier de conservateur de musée. Et puis vous prenez la tangente du côté de la couture en 87. La maison de haute couture Christian Lacroix est créée. Vous rencontrez dans ce domaine, dans celui de la mode, les plus grands succès, Christian Lacroix. Et jusqu'en 2009, date à laquelle vous quittez votre propre marque, puisque ce sont des choses qui arrivent dans ce secteur. Vous êtes avant tout perçu, jusqu'à cette époque-là, comme un couturier. Et pour autant, dès les débuts de votre carrière dans la mode, vous êtes déjà un costumier. Sur Internet, j'ai regardé sur Internet, sur un site que je ne mentionnerai pas, il est dit que vous étiez tout à la fois grand couturier, costumier, homme d'affaires, dessinateur de timbres. Homme d'affaires, non. J'interviens. Et dessinateur de timbres. Ah, j'ai fait ça aussi, oui. Designer, modéliste. Justement, ce matin, en venant, j'habite à Montmartre, donc on passe par toutes ces rues où il y avait, parce que la plupart sont fermées aujourd'hui, des marchands de timbres de collection. Ouais. Je me disais, mon Dieu, voilà un monde qui est complètement englouti, je pense pas. Il y a plus de timbres, il y a plus de lettres, il y a plus d'encre, il y a plus de cartes postales, il y a plus de... Il y a des timbres qu'on colle, des oui, timbres imprimés. Mais bon, je pense pas qu'il y ait autant de collectionneurs de timbres. J'étais collectionneur de timbres comme il y avait une espèce d'enfance dans les années 50, on devait passer par là. Alors, on était censé aimer Napoléon, Louis XIV, les timbres, le foot. Et vous aviez choisi les timbres? Moi, j'avais choisi vaguement les timbres, mais uniquement ce qui me plaisait. J'avais aucun sens. J'ai jamais eu aucun sens de. Je suis pas un collectionneur en fait. Je préfère de loin les choses qui sont anonymes. Vous n'êtes pas un collectionneur? Pas du tout. Si, je suis un collectionneur d'anonymat. C'est-à-dire que j'ai collectionné les photos, mais celles des puces, celles des familles qui ont tout perdu, qui sont là sur le trottoir, si elles me parlent. Et si justement j'y lis une nouvelle, un roman, un film, et ça j'ai une jolie collection où je peux me raconter beaucoup d'histoires de gens qui avaient le sens de la photo, qui ont fait des photos souvent un peu pas avant-gardistes, mais dont on se rend compte en 1900 qu'ils avaient des appareils panoramiques incroyables, et on suit... J'en ai un en particulier qui commence, alors ce sont de très jeunes filles qu'on photographie avec leurs frères et sœurs en randonnion, là, comme ça, avec la grand-mère, avec le prêtre qui vient aussi dans la maison de campagne. Les vacances, c'est la première voiture. Et ça se termine 1914, et un bateau qui s'en va au large de Marseille, et la jeune fille est une dame avec une voilette. Et là, on peut tous raconter. Vous avez toute l'histoire de cette femme? Ah ben moi, je me la raconte. Ah, c'est vous? J'ai un monsieur aussi ingénieur, sûrement en Allemagne, qui apparemment est mort de phtisie, enfin de tuberculose dans un sauna. Alors il y avait beaucoup de photos, et un jour, je l'ai feuilleté beaucoup plus profondément. Et j'ai vu qu'il était passé par Arles. Mais je suis persuadé que souterrainement, il y a des fils qui nous guident. Si on se retrouve aujourd'hui à la Comédie Française, c'est pas pour rien. Je crois qu'il y a des mots, des convictions qui sont plus fortes que vous-même et qui font qu'un jour on peut réaliser, en tout cas moi c'est ce pourquoi je remercie le ciel ou autre chose, de réaliser ici, là avec vous aujourd'hui, d'être dans cette maison. Je crois que je serais mort de bonheur à 10 ans si on m'avait dit tu seras en interview pour France Culture ou pour la radio de la Comédie Française à la Comédie Française. Je dis non, pas possible. Comment vous choisissez tous ces projets, puisque vous dites qu'il y a un fil invisible? Comment est-ce que vous Je le sens par conviction. J'ai toujours
J'avais été très marqué par, pas vraiment le film lui-même, pas le dessin animé de Pinocchio, mais le Jiminy Cricket sur l'épaule. Et alors, je mélangeais un peu ça avec le prêtre, à l'époque où j'étais censé croire. Il y a une part de magie. De conviction, de trip, d'écouter quelque chose qui est plus fort que tout ce que vos parents, vos profs, quelquefois vous-même par lâcheté ou par aveuglement, vous disent. Dire non, dire oui. Et c'est comme ça que j'ai pas quitté ma famille, mais que je m'en suis un peu je suis parti, quoi. J'ai pas rompu les ponts, mais je n'ai pas exaucé leur vœu. Ma mère aurait aimé que je... Oh, ils n'étaient pas tellement contre. Enfin, ils avaient baissé les bras à un moment donné, mais ma mère aurait voulu que je sois prêtre. Mon père aurait voulu que je sois ingénieur comme lui ou que je travaille dans la banque. Après, ils se sont mis d'accord sur peut-être professeur, c'est bien. Mais c'est le passé, moi, qui m'a toujours... je vis ici et maintenant seulement depuis... je n'ai pas encore élucidé le mystère, mais je pense que le passage au millénaire m'a rendu présent. Avant, je ne vivais que dans le passé, par ces albums dont je vous parlais là. J'ai commencé à aller au puce, dès que j'ai pu aller quelque part tout seul avec un peu d'argent de poche. Je me suis grondé parce que je ramenais des choses inutiles et sales et qui ne servaient à rien. Cette banque d'images Oui, ça c'est l'image. Vous l'avez toujours? Plus que les mots. Avec les ordinateurs aujourd'hui, elle croît et elle embellit chaque jour. Je m'inquiète même. Je sais pas, faut que je prenne des disques durs énormes. J'ai vu hier que dans la journée, j'avais enregistré 245 images, 146 images, qui peuvent aller de ce qu'on trouve sur Instagram à ce que je photographie moi-même. Et je pense que si j'avais été adolescent aujourd'hui, je serais assez addict, assez malade avec tout ça. Ça serait une pathologie. Les images, plus que les mots, je veux dire. Pourquoi une pathologie ? Parce que je suis vraiment, par exemple, l'histoire du costume, c'est quelque chose c'est comme si j'étais alcoolique, comment on peut dire. Je ne peux pas résister à une gravure de mode, à un détail qui me fait... J'ai passé mon temps de l'âge de 8-9 ans jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne me suis pas arrêté. Surtout de Napoléon III jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi ça m'intéresse. Oui, j'allais vous poser la question. Non, vous n'avez pas cherché à savoir. L'ourlet, le détail, l'allure... dater un film, parce que non, le rêve serait été d'être costumier pour Visconti, pour le cinéma, et reconstituer le passé, parce que je pense que j'aime pas le monde, que je l'ai jamais aimé, que j'ai été un enfant très 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 heureux dans une ville sublime, mais une ville théâtrale aussi. Une ville avec des festivals très opératiques autour, très opératiques, et que les gens se mettent en scène, que j'ai eu un grand-père qui se mettait particulièrement en scène et qui nous jouait la comédie, alors que c'était pas du tout son métier. Le dimanche soir, il faisait des espèces de charades, des espèces de pantomimes en déguisé, et je n'arrêtais pas jusqu'à sur leur lit de mort ou presque à tous de les interroger. Comment... Alors, pas tellement comment tu as vécu la guerre, etc. Si, il y avait ça beaucoup. Mais c'était comment est-ce que les gens parlaient et qu'est-ce que vous... Reconstituer un quotidien assez humble, finalement, assez trivial. Beaucoup fait aussi de spiritisme avec des amis. Et pour convoquer alors, gens, soi-disant, on tombait toujours sur Cléopâtre ou Napoléon. Mais moi, je préférais avoir des gens que peut-être que tu avais connus ou qui me connaissaient. Poser des questions. Mais c'est vrai que c'est par peur, je pense, du présent, encore plus du futur, qu'enfant et adolescent, je me suis vraiment plongé dans cette... Je crois beaucoup à l'astrologie, enfin pas l'astrologie des magazines, vous allez tomber sur le grand amour, gagner le parce que vous savez en plus que c'est un grand mélange, en fait. En fonction de la maquette, ils mettent Vierge dans Valence. J'ai appris ça, j'étais tellement déçue. Ah non, oui. De toute manière, secrétaire de rédaction, je ne regarde plus ça. mais je parle beaucoup avec une astrologue, on dit astrologue humaniste, école de Jung, etc. Et je dois dire que c'est assez bluffant. J'y croyais énormément, déjà, beaucoup. J'avais ce grand-père qui était déjà, alors lui... c'est culturel à Arles ou c'est... Ouais, je pense qu'on est un peu romain, encore on est un peu antique. On a la corrida, c'est les jeux du cirque. Il y a une certaine... il y a à la fois une hypersensibilité et une dureté. On n'est pas très sympathique. Hein, c'est pas une ville c'est une ville avec... je dis toujours un peu maman putain. C'est un peu de ça. C'est quelqu'un qui m'a donné... C'est quelque chose, je dis quelqu'un, qui m'a donné la vie à travers toutes ces femmes. Parce que c'est beaucoup plus les femmes, à part ce grand-père.
c'est beaucoup plus les femmes qui m'ont intéressé et qui m'ont construit. Et puis, il y a, oui, quelque chose de très antipathique, ce que la ville devient avec toutes ces fondations qui ne sont finalement que des fondations fiscales. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais la gentrification, toutes les vieilles maisons qui deviennent des Airbnb. Et puis, encore une fois, j'aimais les gens. Pas trop. Par la famille, par les amis, j'ai été plutôt en contact toujours avec des gens plus vieux que moi, parce que justement, c'est des gens qui avaient vécu ça. Donc, au-delà de mes grands-parents, des gens au collège, oui, plus âgés, plus excentriques. C'est une ville qui était excentrique. Il y avait vraiment des gens qui sortaient complètement de l'ordinaire. Et ça m'a permis de vraiment me tenir debout, ça. Tous ces gens que j'ai eu la chance de connaître dans une espèce de Arles un peu underground. Alors bon, il y avait des gens bien sûr comme Lucien Clerc, mais il y avait aussi le conservateur des musées, Monsieur Rouquette, puis des gens qui ne sont pas connus, des poètes, qui sont ceux qui ont amené, que ce soit Clerc ou son Cénacle, qui ont fait venir Picasso et Cocteau. J'allais par exemple à 17-18 ans en cachette, je faisais le mur, il ne fallait surtout pas, mes parents ont découvert que je vivais dans des cercles underground, nocturnes et sulfureux. Mais il y avait par exemple un garçon que je ne vois plus, qui faisait l'IDEC à l'époque, qui était la FEMIS aujourd'hui, et qui avait connu Cocteau. Et quand on allait chez lui, alors il était près de chez sa mère, il était dans un HLM vraiment assez populaire, mais il y avait le piano de Gabriel Fauré, il y avait Cocteau avait écrit dans les années 50 sur les murs, sur d'autres murs, il avait transporté le papier peint, il y avait tout ça. Et donc ça, c'était un Arles qui me touchait beaucoup et qui s'est tu. La plupart sont partis. Des gens qui ont fait beaucoup d'excès, des gens qui ont mouru beaucoup d'accidents de voiture aussi. Bon, partout, je crois, mais particulièrement à Arles. Et donc, je me retrouve un peu seul avec une amie fidèle qui a vécu ça avec moi. Et c'est elle qui a été mon guide, d'ailleurs, qui a été un peu c'est elle qui m'a amené là quand le collège est devenu mixte. Alors elle avait une réputation très très sulfureuse, mais son père était à la fois coiffeur, anarchiste, mais surtout il avait créé le ciné-club. Donc ce qui nous permettait d'avoir... alors le ciné-club à Arles, c'était d'abord d'avoir des films en VO, alors ce qui était au programme de la semaine, passé le mardi, donc on quittait le collège pour aller le mardi après-midi voir les films en VO, mais surtout tout le cinéma russe, tous les grands classiques. Donc ça m'a aussi beaucoup structuré très jeune, structuré. En fait. Bon non, j'avais 17 ans. Et un jour, cette fille, qui était donc un des modèles de Clerc, ce que vous voyez dans tous ces bouquins sur Né de la vague, etc., c'est Wally, elle s'appelle Wally. Et je voyais bien quand le collège est devenu donc mixte, le premier jour, elle s'est plantée devant moi. Alors je la revois toujours, elle avait une grande blouse roumaine, une mini-jupe argent et des spartiates jusqu'aux genoux. Elle m'a dit, pas que tu es le plus moche, mais que tu es le plus intéressant. C'est une drôle d'entrée en matière. Voilà, je me mets à côte de toi. J'ai vu que pendant le premier mois, j'avais l'impression de passer un peu des examens, à la portée des cartes postales, des tableaux, des reproductions, on le mettait sur la table. Alors, je pense que selon ce que je commentais, je passais des grades comme ça. Et un jour, elle m'a dit, bon, rendez-vous dimanche soir. Je dis, mais non, je vais au cinéma. Qu'est-ce que tu vas voir? Je me souviens que c'était un très mauvais film de Carnet, la fin de Carnet, les jeunes loups, quelque chose comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu vas voir cette merde? Je viens te chercher à la sortie. Et là, elle m'a amené dans ce cénacle de gens qui étaient donc des gens en fac et qui vivaient dans pas dans un hôtel particulier, mais une maison où ils se reconstituaient une ambiance du 19e d'une part, avec des lampes à pétrole. Ils s'habillaient dans les vêtements de leur famille du 19e, mais ils arrivaient par l'autre ami donc, qui était à la FEMIS. On avait, aujourd'hui, c'est rabâché, les films de Garbeau et Dietrich, mais en 66, 67, les voir chez soi, c'était... Alors, je n'avais pas tellement le droit, de toute manière, j'étais d'une timidité. J'étais assez audacieux, mais en même temps très timide, mais j'allais quand même écouter le petit Jiminy Cricket qui me disait, vas-y quand même. Mens, mais vas-y. Mens à tes parents. Mens à tes parents, et vas-y. Et le ticket d'entrée, en fait, c'était que je dessine et que je laisse mon carnet à la sortie. Et j'ai su bien plus tard, par le toubib qui soignait ma mère et qui soignait la fille de cette maison-là,
qui était morte, qui avait quelque part un placard plein de 3 ans de vos carnets de dessins. Ouais. Et qui étaient uniquement des dessins inspirés de ce cinéma qu'on regardait, de ces époques dont on parlait. Mais c'est là que ce qu'on n'apprenait pas vraiment au collège, au lycée, et pas vraiment chez les parents, des choses qui sont d'une banalité à pleurer aujourd'hui. Christian Bérard, Radiguet. Oui, mais c'est tout ce qui vous a structuré ensuite, exactement. Christian Bérard. Et c'était des choses que j'entrevoyais. Je suis très paresseux. En fait, l'image me suffit. Mais pas l'air. Je passe pas comme les parce que paresseux contrarié. J'ai peur du vide, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'enfant, plongé dans toutes ces... Alors j'avais la chance qu'il y ait des magazines, soit l'illustration, mes grands-parents ramenaient des programmes de l'opéra, donc je voyais les maquettes déjà, je voyais toutes ces choses des années 50. Mais je ne cherchais pas à approfondir, à savoir ça c'est Bérard, et ça il a été comme ci et comme ça. Après oui, un peu plus. Et cette espèce de culture un peu camp, un peu, je sais pas comment on peut l'appeler aujourd'hui, c'est même plus parallèle, Bérard, Cocteau, c'est classique aujourd'hui. Hein. Mais aux yeux des parents qui ignoraient pour la plupart ce monde-là. Mais j'aimais bien aussi être un peu souterrain comme ça. C'est le lien qui vous lie au monde de la mode quand vous le rencontrez, pas le monde de la mode tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il a... J'ai jamais eu de lien avec la mode. Je me suis jamais senti. Est-ce que c'est cette ambiance-là que vous retrouvez dans ce monde-là? C'est le théâtre qui m'a amené à la mode. C'est-à-dire que la mode, elle m'intéressait parce que je voyais quand j'accompagnais, c'était encore l'époque des couturières, ma mère n'avait pas les moyens d'aller chez des grands couturiers, mais il y avait une 30aine de couturières à Arles, par exemple. Bon, elle était petite bourgeoisie qui ne voulait pas s'habiller en confection, donc on faisait une garde-robe chacun. Alors il y avait la fascination des femmes, des filles, de ces scènes un peu de gynécée, c'est-à-dire les dames, les clientes debout sur la table pour que les petites mains fassent l'ourlet, parce que c'était des choses assez élaborées, des jupes encore assez longues, en 55, 56. Les jupons, enfin ça et puis il y avait les piles de Vogue que je pouvais feuilleter, où je voyais des apparitions et effectivement des silhouettes qui me plaisaient bien davantage pour ce qu'elles représentaient comme personnage, univers, fantasmagorie, que par la coupe, ça c'est Balenciaga, c'est fait comment, ça c'est en quoi, ça m'intéressait pas vraiment. C'était une théâtralité d'un monde qui m'ennuyait par ailleurs. Bien sûr, ça m'ennuie de dire ça. Mes parents étaient merveilleux, mes grands-parents étaient merveilleux. J'étais heureux, mais je m'ennuyais. Donc le vêtement, c'était une forme de théâtralisation du réel. Je cherchais dans les livres, d'abord les livres d'enfants, je les ai encore dans ma tête. Alors, déjà, une échappée belle, j'aimais les livres où on allait passer la journée ailleurs, dans des pays merveilleux. Et les illustrations m'ont toujours parlé et provoqué des sensations... c'est même fou, j'avais d'assez bizarres illustrations dans le livre Le Petit Lord Fauntleroy. Ce livre et cette ambiance, j'avais l'impression d'y avoir vécu. Puis l'odeur du papier, l'odeur de l'encre, chaque livre avait son odeur, avait son parfum. Et tout ça m'amenait à dessiner des choses qui me faisaient échapper pas à la réalité de l'époque, il y avait la guerre d'Algérie, et tout ça on peut à peine imaginer aujourd'hui, c'était très 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 feutré. Aujourd'hui il y aurait une guerre de l'autre côté de la Méditerranée, ça serait partout. Là c'était toujours, il y a le fils un tel qui a été tué, comme ça. La seule chose assez historique, c'est quand il y a eu espèce de coup d'état de salon, etc., des généraux en Tunisie. Ne me regardez pas. En 61, les généraux, il y a eu 3 généraux félons qui ont essayé de prendre le pouvoir. Et donc, on pensait qu'ils allaient d'abord débarquer dans le sud et gagner Paris. Et on distribuait des armes aux Parisiens au Grand Palais quand même. C'était en 61, octobre 61, je crois. Et mes parents se sont dit, on va pas rester là. Et je me souviens de ma mère en larmes, en train de faire la valise. Et ce qui était fabuleux comme hasard, c'est que déjà la télé, c'était aussi l'échappée belle. Et ils avaient choisi, d'abord, il y avait des programmes la nuit, ce qui d'habitude n'arrivait absolument pas, pour qu'il y ait des bulletins d'information, savoir où on était les généraux et si on allait être envahi ou pas. Et le film qu'ils avaient choisi entre les bulletins d'information, c'était, je m'en veux d'oublier peut-être le nom du réalisateur, mais en tout cas, c'est le film sur Marie-Antoinette avec Michel Morgan.
Alors, je voyais ma mère qui rentrait plus ou moins, enfin, qui faisait n'importe quoi avec sa valise, et on voyait les révolutionnaires qui poursuivaient Marie-Antoinette de salon en salon en sortant les lingeries des commodes. Et ça, mais j'étais heureux comme un pape, là. Je trouvais ça formidable. D'abord parce que j'aimais bien la situation un petit peu dramatique, parce qu'enfin il se passait quelque chose. On allait peut-être partir avec des valises, on ne savait pas où. On n'est pas parti finalement, parce que ça ne s'est rien passé le lendemain. Mais j'avais besoin d'événements comme ça, et quand ils ne se passaient pas dans la vraie vie, j'allais les chercher dans les magazines et dans les vieux magazines. Et c'est même venu du dandisme complètement idiot. Même au collège, à 17-18 ans, je me baladais avec l'illustration sous le bras, avec les vêtements de mon père des années 40, et je me racontais que j'étais en 1938 ou que j'allais aller voir l'Expo universelle de 37, qui m'intéressait beaucoup plus que tout ce qui pouvait se passer à l'époque de Pompidou, par exemple. Mais alors, quand j'entends ça, comment vous tenez pendant 30 ans? Ouais. Vous dites que c'est un détour, la mode. Mais comment vous tenez pendant quasiment 30 ans? Des costumes. Oui, mais dans un monde... alors, même s'il est beaucoup plus pragmatique aujourd'hui qu'il ne l'était sans doute dans les années 80, quand vous arrivez, mais exigeant, avec... Bon, vous n'êtes pas homme d'affaires, mais avec des exigences économiques importantes. On ne tient pas une maison si cette maison ne marche pas. Et elle a très, très bien marché. Et comment est-ce que vous tenez quand même? Ça aussi, c'est un mystère. Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les ourlets. C'est l'histoire du costume. C'est l'histoire du costume parce que, en fait, quand j'ai... C'est la même histoire qui se continue. C'est la même histoire qui continue puisque j'ai quitté Arles. Bon, j'ai passé mon bac. Après, je suis allé à Montpellier. Un peu... Il y avait cette histoire de prof. Il fallait faire plaisir aux parents quand même. Un peu de gratitude. Puis je les adorais. Je tenais à ce que tout le monde soit heureux, quoi. Alors bon, prof de latin-grec, pourquoi pas? Parce que j'étais quand même, aujourd'hui, je me rends compte, je communique avec quelqu'un qui est vraiment latiniste, et je m'aperçois que j'ai tout perdu. Enfin, c'est fini, quoi. Mais j'ai été passionné par ça. Je pouvais même faire de la version latine par plaisir. J'aimais ça, les gros dictionnaires. Alors, je ne pouvais pas aller plus loin dans le passé, là. J'étais dans les racines de la ville, puisque Arles a été fondée par les Grecs et après les Romains, bien sûr. Donc, je me plaisais un peu... Vous voyez les bas-reliefs tous les jours en vous promenant. Mais j'ai appris à lire sur les bas-reliefs. Ouais. J'avais une dame qui a compté beaucoup dans ma vie, qui était comme une troisième grand-mère, et qui m'apprenait à lire sur les lettres des pierres du théâtre antique, et qui m'amenait dans les musées. Et vraiment, le foot, je détestais ça, et je demandais à aller au musée tous les jeudis, quoi. Et donc, latin-grec, pourquoi pas, et ça a été une catastrophe, parce que autant ça me plaisait de manière poétique, avec les profs sympathiques qu'on pouvait avoir. Une fois que c'était à la fac à Montpellier, c'était pas possible, quoi. Et donc j'ai rencontré d'autres amis là, qui sont toujours mes amis. J'étais très content d'avoir encore des mails ce matin. On s'est un peu éparpillés tous, mais ça fait 55 ans qu'on se connaît. Et qui étaient en histoire de l'art. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Là, quand même, ça m'a plu d'aller plus avant dans la peinture classique, dans tout, l'art médiéval, l'art total. Sauf l'art contemporain, parce qu'on appelait l'art contemporain, ça s'arrêtait au 19e. Et puis là, j'ai commencé à m'ennuyer, parce que aussi, c'était la seule issue, c'était... Je faisais ça pour... Après, j'étais fait dans ma tête, je fais ça, et après, j'irai aux Arts Déco. Et je ferai peut-être du théâtre, parce que quand même, pendant tout ce temps-là, ce qui germait dans ma tête, c'était le théâtre, et surtout le cinéma. Je parle toujours du Guépard de Visconti, qui a été vraiment quelque chose de... Parce que ça concordait concomitamment dans le grenier de ma grand-mère, en même temps que le film sortait, j'ai trouvé des journaux de mode reliés de 1860, de la même époque. Bon, j'étais plongé. Alors dans ces bouquins-là, je ne lisais pas tellement comment a été fait la description des robes. Je regardais plutôt les potins, ce qui me reliait peut-être au quotidien de ces gens-là, comment ils parlaient, etc. Mais je me suis dit quand même, quand j'ai entendu l'interview de Visconti dire que dans les tiroirs des commodes, il tenait à mettre des objets qui n'apparaîtraient jamais à l'écran, mais qui permettraient aux comédiens, aux acteurs de se sentir dans leur personnage, j'ai trouvé ça tellement formidable. C'était ma vie, en fait, hein. Et je voulais arriver à faire ça. Donc, une fois que j'ai eu ma licence, je n'avais pas prévu qu'il fallait faire une école préparatoire. Et puis, c'était pas si facile. Et surtout, mes profs ont dit à mes parents que ça serait trop stupide que j'arrête, et qu'il fallait absolument... ils m'ont recommandé l'école du Louvre et professeur Tuillier à l'Institut d'art. Alors, je me suis retrouvé là dans une véritable impasse. Je sentais très bien. Là, le Jiminy Cricket, il me disait « Arrête-toi. »
Parce qu'à l'époque, les musées, c'était de la poussière. Il n'y avait pas du tout cette démarche d'aujourd'hui, des jeunes... Ouvert sur la ville, ouvert sur la vie. Ouvert sur la vie, ouvert sur... Oui, aujourd'hui, je pense qu'alors là, je serais peut-être encore trop paresseux pour avoir... pour être un vrai conservateur, je ne sais pas comment dire ça. De toute manière, mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, est Olivier Saillard, qui a dirigé la... Galliera, et avant ça, et il a fait exactement, il a eu le chemin, on a... Musée Galliera, qui est le musée de la mode de la ville de Paris. On a 15 ans de différence, et quand on s'est connus, il était objecteur de conscience, mais il travaillait déjà dans un musée à Marseille. Ouais. Et celui qui voulait absolument, il avait vu des costumes de théâtre que j'avais fait très peu, les tout premiers, et il avait envie de les montrer. Et on a mis longtemps à se connaître, et quand on s'est rencontrés, j'ai découvert que lui, né à Besançon, était venu à l'université Paul Valéry de Montpellier pour avoir les mêmes profs, finalement, que j'avais eus. Il vous suivait ? Mais non, il avait eu, le hasard a fait qu'on a eu, à part un prof, que moi je n'ai pas connu parce que c'était une dame qui a remplacé mon prof d'art contemporain, justement. On a eu les mêmes profs, la même formation dans la même ville à 15 ans de différence. Et je l'admire beaucoup parce que lui a eu le chemin que j'aurais pu avoir. Oui, mais il a pris des chemins de traverse. On ne va pas partir sur Olivier Saillard. Mais... J'ai Patrick Moraes, on est nés pratiquement le même jour. Et Patrick, alors, il a fait... qui est écrivain. Il était à Saint-Cloud, il est écrivain, il est éditeur. Mais en fait, je me dis que non, je sais pas. Et vous avez choisi autre chose. C'était le vilain canard. Pourquoi ? Parce que la mode, c'est le vilain canard ? Non, le mais vêtement. Pas aller... C'est vrai que j'ai écrit, mais j'ai pas publié. Si, j'ai publié des choses. Vous avez publié une très belle autobiographie, très... Oui, ça, j'ai aimé faire ça avec Colette Felous chez Gallimard. Mais quand je me suis retrouvé donc devant Monsieur Thuillier, à l'Institut d'Art, j'ai proposé... Il y avait un truc dans ma tête qui me... Alors, je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais vous ne me saoulez pas. Mais une grande idée avec Olivier. On s'est promis qu'un jour, on la réaliserait en faisant une exposition. C'est que le costume est contemporain, est né de son époque, exude de son époque, jusqu'à la fin du XVIIIe. Il n'y a aucun retour en arrière, sauf pour des costumes de cour qui ont, par tradition, rituel, des réminiscences. Mais après la découverte d'Herculanum et Pompéi, il y a la mode qui arrive déjà avant la Révolution de robes à l'anglaise qui sont beaucoup plus légères, et on commence à voir cette mode directoire, empire. C'est-à-dire par la mode, vous entendez les tendances en fait. Les tendances, oui, la mode de la rue qui s'inspirait du passé. Et on n'a jamais cessé on a relu chronologiquement jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça je peux le prouver dans une exposition, pour aller vite. Il y a le retour à l'antique avec le directoire et l'Empire. On a ce qu'on appelait le style troubadour et le néo-gothique avec Victor Hugo, puis cette fascination pour le Moyen-Âge. On a l'impératrice Eugénie qui se prend pour la Pompadour. Après, il y a toutes les modes. Le serpent se mord la queue avec Poiret qui revient au directoire. Les années 40, quand on regarde très très bien, ça revient à Napoléon III. On a après Dior qui dit « mais c'est un hommage à ma mère » en 1900. On a Saint-Laurent qui dit « mais c'est un hommage à ma mère » en 42. Et aujourd'hui, on revient aux années 80 et aux années 90. On n'a jamais arrêté de relire, ce qui est une preuve un peu de décadence quelque part, parce qu'on ne se sent pas du tout... sauf dans les années 20, les années 60, qui sont partis de rien, ou de l'art contemporain, ou de l'ailleurs, de l'exotisme, du japonisme, non, plutôt de l'architecture japonaise pour les années 60, et l'art nègre pour les années 20. Mais là, aujourd'hui, vous ne voyez pas une expression de mode qui soit celle de son temps ? Si, c'est la non-mode. C'est la rue. La rue qui m'intéresse, parce que je m'intéresse à... Encore une fois, pas à la forme, pas à la coupe, pas à la production, pas au prix, pas si on le vend sur le net ou pas. Mais qu'est-ce que ça représente une civilisation de gens qui retombent un peu en enfance sur des trottinettes, en short, et qui sont... pour moi, j'ai 73 ans, c'est vrai que les gens qui ont 50 ou 40 ans sont des gens qui n'ont vécu qu'avec des jeux vidéo... les loisirs, voilà, donc, et ça ne fait que croître et embellir. Je regardais encore le train avant-hier en descendant, en montant plutôt.
Il n'y a plus aucun vrai vêtement, il n'y a pas une vraie chaussure, il n'y a pas un vrai costume, il n'y a pas une vraie robe, il n'y a pas... On voit, c'est très bien, moi je suis en jean tout le temps. Vous êtes en jean. Ouais, ah ouais, je ne fais plus d'efforts non plus. Chemise, je me dis, bon. Si, tout est un alors peu qu'avant, précis, quand j'étais couturier, le matin, ça prenait du temps. Hein. Je me souviens que vous aviez des vestes sur mesure, de tweed. C'était ma gymnastique de comment je mélange, parce que je voulais avoir un carreau, des poids, une rayure et un... Et qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté ? Vous n'avez plus tenu de vous habiller comme ça tous les jours ? Je suis plus tenu d'abord, et puis je préfère... Oui, il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus de... À part nous aujourd'hui, ça ne nécessitait pas d'eux. J'aurais bien aimé. Beaucoup d'autres compagnies, mais il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de tout ce qu'on faisait à l'époque. C'est vrai aussi qu'il y a un pari qui est terminé, de galas, de tout ça. Hein. Et ça, j'ai l'impression toujours d'avoir été... comme dans un dessin animé, quand le personnage court et que la route s'écroule derrière, j'ai l'impression d'avoir vu chaque fois, je vous parlais du Arles d'avant, qui n'existe plus, même à Paris, quand je suis arrivé, c'était encore le Paris de Marilyn de Rothschild, c'était encore des galas et des balles. Où, et ces femmes-là, c'était vos clientes d'ailleurs, oui. Vous les aviez... Et même qui sont devenues, amis, c'est peut-être beaucoup de... Non, mais avec... Oui, il y avait une relation très particulière et... Parce que qui m'a beaucoup apporté. Vous avez dit que ces clientes de la haute couture que vous avez habillées pendant longtemps, c'était pour vous des personnages. C'était Médée, c'était Bérénice, c'était Phèdre. Exactement. C'était pas du tout vous leur disiez la ça, baronne. que vous les aviez, non. Alors toi, je savais qu'elles oubliaient leur. Je savais qu'elles avaient déjà leur rôle était écrit depuis leur naissance. Il y avait quelque chose à habiller. Et puis, par contre, pour les jeunes mariés, ça c'était toujours très touchant parce que chacune arrivait avec un rêve. Je vais être Cendrillon, je vais être la naissance du printemps de Botticelli, je vais être la Belle au bois dormant. Et je les aidais. Et là, je devenais assistant parce qu'il y avait cette robe à laquelle elles pensaient depuis leurs 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'elles avaient quelquefois dessinée et que je les aidais. Et la dernière était magnifique. Alors, et c'était toujours en relation avec l'époque. C'était une jeune princesse des Émirats. Et le père était adorable, très adorait sa fille, aimait beaucoup mon travail. Et je me souviens que ça a été une des premières mariées où déjà il fallait quand même couvrir beaucoup. Alors elle était très cultivée, elle était histoire de l'art en Suisse. Elle était venue avec des miniatures persanes. Elle avait ce physique-là, donc c'était facile. Et j'ai fait vraiment une robe de film un peu, hein. Et donc la tradition avec le père offre une parure à sa fille. Et souvent, j'étais dans le secret avant qu'on ne l'offre. On me donnait la dimension ou la circonférence du collier pour que je prévoie un décolleté etc. Et là, ce monsieur a tenu à offrir les boucles d'oreilles avant à sa fille pendant l'essayage. Et je me suis permis, parce que c'était naturel, comme il avait demandé à ce que les oreilles soient... Je me demandais un peu comment j'allais faire. Et je me suis permis de prendre... Oui, il ne fallait pas qu'on voie les cheveux ni les oreilles. C'était une espèce de cagoule de dentelle brottée comme ça. Et je me suis permis d'essayer de lui mettre moi-même les boucles d'oreilles. Et j'ai vu ce monsieur qui n'osait rien dire, mais qui était dans un état de désarroi et de panique absolument total. Je touchais sa fille, j'allais voir ses cheveux. Et puis il y a eu des mariés que je n'ai jamais vus. Alors hier, je parlais de cet entretien que nous allions avoir aujourd'hui à quelqu'un qui travaille dans la mode et qui m'a dit « Mais tu sais que moi, quand j'étais en 3e, je voulais être Christian Lacroix. » Vous avez quand même laissé quelque chose de... vous avez marqué l'histoire de ce monde que vous avez traversé en faisant, selon vos mots, un détour de façon très forte. Vous êtes... Je me rends compte aujourd'hui. Pas aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années. Je m'en suis rendu compte. Vraiment, c'est quelque chose que j'ignorais totalement, sauf dans la rue. Sauf que je m'amusais dans la rue, parce que d'abord, c'était les jeunes filles qui m'arrêtaient. Après, c'était les mamans. Puis là, j'en suis aux grands-mères qui me... Ouais, c'est un jeune homme. ou les jeunes filles qui viennent et qui me disent est-ce que vous pouvez signer ça pour ma grand-mère, qui vous aime beaucoup. Et ça, bon, moi, ça me... Comme je vous ai dit, j'accepte d'être dans mon époque aujourd'hui. Mais non, quand je me suis inscrit très tardivement sur Instagram, et c'était juste avant le Covid, là, j'ai eu des... Quand on a découvert que j'étais sur Instagram, il y a d'abord eu une journaliste du Vogue américain qui l'a vu, donc elle l'a publié assez vite, assez fort.
Et là, il y a eu exactement cette vague de gens qui dure encore tous les jours, qui pas m'embarrasse, parce qu'elle me donne finalement, ça je le reconnais, une sorte de colonne vertébrale que je ne me connaissais pas. J'ai l'impression que la fontanelle n'était pas fermée. Et là, je me dis, bon, apparemment, même si ça ne te fait rien, tu as fait quelque chose. Et laisser quelque chose. Laisser quelque chose. Et ça, c'est Olivier qui me le dit, Olivier Saillard. On avait un projet que j'ai dû abandonner, ce serait trop long de le raconter, mais c'était passionnant. Et j'étais un peu comme ça, quoi. Parce que j'avais envie de... Il me dit toujours, il te faudrait maintenant quelque chose que tu as innové en dehors de la commande. Et il a tout à fait raison. Quelque chose qui ne sorte vraiment de moi. Mais enfant, si on revient à l'enfance, ce qui me passionnait, c'était de me donner justement ce que me donne par exemple Eric avec Le Soulier ou les autres metteurs en scène. Non seulement un cadre, mais j'ai besoin de ça. Et quand j'étais enfant, pareil, je me racontais des histoires et j'avais ce jeu dont j'ai parlé beaucoup, vous m'avez peut-être déjà lu ou entendu, c'est-à-dire que je ne dessinais pas comme ça, je tirais des dates, j'avais des chiffres comme ça, alors j'aboutissais des gens, des veuves de notaire le 14 juillet 1980 ou 1492. Et là, et à l'époque, il n'y avait ni Internet ni autre chose pour trouver les documents, mais j'essayais de trouver comment je pouvais habiller ça, toujours en vue d'habiller un film ou d'habiller des personnages. Et quand je me suis retrouvé metteur en scène, j'étais assez embarrassé parce que mon agent m'a dit... Vous avez mis en scène La Vie parisienne ? La Vie parisienne, ce qui m'a paniqué beaucoup. J'ai mis 3 ans il m'a dit, on a le même agent, Denis Podalides, Eric, Ruff, moi. Le trio. Pas infernal du tout. Voilà. Et il m'a dit, écoute, je cesse de te représenter si tu n'acceptes pas, il faut que tu mettes en scène. Et en même temps, 2, 3, 4, 5 amis m'ont dit, mais il faut que tu fasses de la mise en scène, ce qui est faux, ce qui est absolument faux. Et, vous l'avez fait ? Je l'ai fait, parce que c'était La Vie parisienne, parce que j'avais... Et c'est vrai qu'avec Jean-Philippe, donc, qui je collabore, mon assistant, j'ai l'habitude de travailler, de faire des dossiers pour Eric, pour Denis, pour les autres. Et je dis, on va bien voir ce qu'il choisit de ça et de ça. Quand j'ai commencé La Vie parisienne, j'ai dit à Jean-Philippe, on va bien voir ce qu'il choisit. Il me dit, mais monsieur, c'est vous qui choisissez. Là, c'était moi qui avais à inventer. J'aime bien être au service, j'aime bien qu'on me dise, voilà, c'est ça, comme ça. Alors, vous choisissez quand même les gens avec qui vous êtes ah oui. En binôme ou je dis beaucoup non. En trio. D'abord, il y a le costume d'époque. J'accepte très rarement de faire du contemporain, parce que c'est pas la peine de faire du... C'est pas la peine de vous demander à vous si c'est pour faire du contemporain. À droite, à gauche, c'est très bien. Alors, il y a quelques metteurs en scène. Il y en a, Vincent Boussard est un metteur en scène qui travaille beaucoup à l'étranger. Et là, il est en train de faire, avec mes costumes, mais en Chine, mais je ne voyage plus, une chauve-souris. Et lui, je veux dire, c'est William Christie qui me l'a présenté en 98-99. Et il a eu la fidélité, l'amitié, l'affection de me confier la plupart de ses mises en scène. Opéra, et je vois bien que je le opéra surtout. Et je vois bien que je le contrains, qu'il veut pas m'attrister, mais qu'il a très envie de ne plus avoir que des vêtements contemporains. Et chaque fois, je grignote un peu. Alors, on fait un petit mélange comme ça. Et comment vous vous débrouillez ? Parce que ici, à la Comédie Française, on va y venir. Il y a toute cette somme, ces archives de costumes. Qui est une espèce de mal au trésor dans laquelle vous allez piocher quand vous travaillez pour un théâtre, un opéra qui n'a ni troupe, ni archives. Je leur fais des archives, je leur fabrique des archives. Là, je travaille en même temps, tout à fait parallèle, parce que c'est à quelques jours de... Là, je rappelle que vous êtes en train de travailler sur le Solide Satin. Donc, sur le Satin ici, et sur le Polyphémo de Porpora, de 1735, pour l'Opéra Royal de Versailles. Et le metteur en scène souhaite des costumes d'époque, 1735. Et alors, je dois dire que ce metteur en scène-là, je ne l'ai toujours pas rencontré. Il travaille beaucoup, il travaille partout. Donc on va se rencontrer la semaine prochaine, le jour de la première répétition en costume, et tout va bien, les essayages sont faits. Et là, je pars de cette morgue d'images dont on parle, parce que j'ai encore, à la faveur d'un déménagement, j'ai retrouvé une espèce de classeur qu'on avait au collège, là, avec des... même... Je devais avoir 8-9 ans, et mon premier dossier
d'histoire du costume. Mais c'est la vie de... Je ne sais pas dans quel magazine j'avais trouvé ça. Des images de l'époque de Shakespeare. Et je continue. C'est ce dossier-là que vous avez utilisé? Non, c'est pas ce dossier-là. Non, c'est le premier et c'est jamais cessé. Cette masse d'images que vous avez, que Éric Ruff appelle la valise magique d'RTL. Oui, c'est ça. C'est imagé. Parce qu'il me raconte. Alors, j'aime passer, et ils me font l'amitié aussi de venir, parce qu'on travaille, Éric et Denis aiment bien venir à Arles. Ils viennent à vous, c'est ça. Ils viennent à moi, mais pas seulement parce qu'on est dans une bulle ailleurs, quoi. Et qu'ils ne sont pas sollicités par Éric, surtout par tout le reste de sa charge. Et donc, il me raconte, et je prends des notes, des kilomètres, et puis je plonge et je ressors ce qui me semble, ou non, représenter ou ressembler à ce que j'ai entendu. Mais par exemple, ma première mise en scène ici à la Comédie Française, mes premiers costumes, ça a été pour Anne Delbé, le Phèdre, pour lequel... 1994 Vous avez un Molière, d'ailleurs, pour ces costumes. Et alors là, c'est ce que je raconte toujours beaucoup, mais c'est vrai que ça me tient à cœur. J'avais eu des Dédors. Les Dédors, c'était important, le Dédor, en mode. C'était le récompensait le couturier de l'année. La saison. Je l'ai eu 2 fois, j'étais heureux pour les ouvrières. Moi, je me sentais... Moi, j'aime pas coudre, hein, j'aime pas du tout ça. J'aime pas de... Bon... j'aime dessiner, que mon dessin devienne un modèle sur un podium et que la cliente ait envie de le porter. Mais je n'étais pas plus heureux que ça. Et je dois dire que j'ai eu un sentiment nouveau en 1994. Je ne sais pas quel âge j'avais. Pour la première fois, j'ai senti de la fierté. Je me dis, tiens, c'est peut-être ça la fierté. Mais aussi la fierté de partager, de partager avec Anne. Et après, quand on a fait le Cyrano avec Denis et Éric, et qu'on a eu chacun notre statue, vraiment là, je me suis senti faire Pourquoi ? Parce que quelque chose. Ce goût, cette passion, elle est archaïque. C'est quelque chose qui... Je pense, ouais. Est-ce que c'est pour ça que ça provoque davantage de fierté qu'un Dédor Et Rostanatos, même, on peut aller jusque-là. C'est Arles encore qui ressurgit. Hier soir, je regardais pour la 9e fois Gladiator. Lequel Non, pas le 2, là. Et puis c'est aussi le plaisir de l'équipe, le plaisir d'être un maillon, pas le faible, mais d'aider celui d'à côté, quoi. Moi, tout seul... Franchement, là, je ne fais pas du tout de fausse, je ne sais pas quoi. Moi, tout seul, je ne sais pas, non. Peintre, par exemple parce que... Je suis un peintre raté, sûrement, ouais. Ah oui, j'y pensais à 4-5 ans, parce que cet enfant, il dessine tellement bien. Alors j'écoutais, j'étais peut-être un peu fier déjà, mais je sentais bien que c'était l'amour des grands-parents. Je faisais le tri déjà très tôt. J'ai pas été un enfant, en fait, je savais très bien. J'ai fait l'enfant, je savais qu'il fallait que je fasse celui qui ne comprenait pas. J'ai tout compris très tôt. Les maîtresses, les grands-parents, les amants. Les histoires. Moi, je faisais l'andouille. Enfin, je faisais l'idiot. Je faisais et puis la vie des gens. Pour être tranquille ou vous faisiez l'idiot pour être tranquille. Pour être tranquille et pour pas faire de peine. Et puis, je sentais que mon rôle était d'être mignon, gentil, doué, premier de la classe et que j'avais la paix. Et aujourd'hui, votre rôle, c'est de former un duo, de former un trio. Il y a ce rôle-là. Il y a mon rôle de mari, parce qu'il y a l'âge et le temps qui passent, et là, nos états ne sont plus ce qu'ils étaient, donc me tient beaucoup à cœur ma présence auprès de Françoise, ma femme, et d'être avec elle. Et je veux dire qu'on s'est connus en 73, et on est toujours comme des enfants. Bon, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu bien sûr, mais on je sais pas, on rit beaucoup. Moi, j'ai besoin de rire parce que je suis quand même très taciturne et j'ai besoin de rire. Est-ce que vous riez Sayard, avec... Olivier Sayard, je le connais, c'est sûr que vous riez avec Olivier Sayard. Il est tellement mauvais esprit. Voilà. Et alors, quand je lui ai montré Arles, quand j'ai été directeur artistique des rencontres, je l'ai fait venir parce qu'en même temps, je fais une expo au musée Réatu. Et pour mettre en regard mon travail de couturier, encore à l'époque, et les collections du musée. Et là, il est tombé amoureux de la ville, donc il s'est installé là. Et j'ai 2-3 amis
chers qui me font qui habitent maintenant en partie à Arles. Et oui, le mauvais esprit, il est tellement drôle et tellement pas désespéré du tout, mais Ah, il y a une il pointe de souffre désespoir. beaucoup. Oui. Oui, il est Face aux contemporains. il souffre énormément. Alors Éric Ruff, Henri, c'est pas la bien même. sûr qu'Henri. Mais Éric, j'en reviens pas parce qu'Éric, comme tout le monde, pour moi, ça a d'abord été un acteur flamboyant que j'ai vu dans Ruy Blas quand j'étais étudiant. Encore. Donc vous le voyez acteur, Je vous le rencontrez scénographe. Et il me fait l'amitié de m'écrire des choses adorables et de me traiter en ami. Et moi, j'en reviens toujours pas. Je reviens pas. Je me dis, est-ce que je mérite ça, moi ? Il y a ça, il y a le sentiment d'usurpation. Hein. Ça a toujours, je ne sais pas d'où il vient. Première séance de psy dans 2 jours. Ah bon ? Il serait temps. Bravo, Mazel Tov. Non, c'est pas... Enfin, je pense que ça... Il faudra peut-être lui parler de cette histoire d'usurpation. Ça s'appelle de la EMDR. Ah oui, non, c'est pas exactement, la même ça. chose. Voilà. Non, j'en ai vu une fois juste avant le Covid. Et au bout d'un quart d'heure, il me fait raconter un peu lentement. Et il me dit, mais vous n'avez pas eu de parents, vous avez été le père et la mère de vos parents. Et j'ai trouvé ça assez percutant. Ça m'a ouvert des L'astrologie, ça n'a pas tenu la place de la psychologie humaniste. Aujourd'hui, oui. De la place oui, parce que d'abord, beaucoup de Jung en particulier s'en est s'est beaucoup intéressé. Et puis ne serait-ce que la pertinence des échanges que je peux avoir, elle s'appelle Sophia. Et là, je viens d'illustrer un bouquin de Mac Jacob sur l'astrologie qui est en train de sortir là, chez Gallimard. On va terminer sur le soulier de satin, parce que oui, bien sûr. Parce que vous sortez des répétitions, enfin vous sortez des essayages. Je crois que c'est la fin des essayages. C'est une œuvre monde. Alors, je crois que c'est 7 heures avec l'entracte et le dîner. Il a fallu habiller tout le monde. Il a fallu habiller ce voyage. C'est pas un chiffre énorme par rapport à Peer Gynt. Je pense qu'il y en a moins. Ah oui, parce que vous aviez débuté ensemble dans Peer Gynt, ce qui était quand même là, il y avait quand même aussi du monde à habiller, et plusieurs époques. Et là, vous avez quand même une grosse partie de la troupe. Presque, oui. Tout ce dont Eric pouvait disposer, entre guillemets, nous avons avec nous. Mais j'aime aussi la manière dont chacun, si on prend Denis, si on prend Eric, n'ont pas du tout la même manière de raconter, n'ont pas la même manière de me demander, de me poser des questions, et n'ont pas surtout la même manière de lire les fameuses valises RTL. La valise magique. La valise magique. Et c'est cet univers-là qui naît entre chacun de ces metteurs en scène et moi. Et là, j'aime penser oui, c'est non, et puis il a une sorte d'émerveillement qui me réjouit. Il a des yeux assez enfantins. Il y a un côté très enfant chez Eric aussi. Et il a aussi le don de voir dans les documents que je lui montre des choses que moi je n'ai même pas vues, mais qui l'intéressent, qui finissent par m'intéresser et qu'on finit par poursuivre. Le détail d'un mouchoir, le détail d'un rien, quelquefois, comme ça. Et il y avait un équilibre à tenir si on écoutait, si on lisait cette phrase merveilleuse qui est un paragraphe, qui n'est pas une phrase, mais ce que Claudel dit, que si on le remonte un jour, hein, mais que ce soit comme ça, quoi, parce qu'à la fortune du pot, presque faites ce que vous voulez, sortez des panières, une garde et une chaise vont suffire. Et ça, peut-être que j'ai tellement pillé les réserves avec Peer Gynt, avec Galilée, il reste pas grand-chose. Mais j'aurais peut-être aimé, mais ça, c'était aller contre le talent très magique des ateliers ici, qui sont des ateliers de couture. On ne peut pas leur demander un travail de guingois. On ne peut pas leur demander... faisons comme si le pourpoint n'avait pas été fait pour un tel, mais faisons comme si on l'avait sorti de la panière et qu'ils soient un peu pas bien. Ça, c'est pas possible. L'inachevé, ils ne peuvent pas rester dans l'inachevé. Inachevé, oui. Patiné, oui. Abîmé, oui. Mais à partir de la perfection. Ce matin, on a justement fait Proèze sur Marina. Et donc, à un moment donné, sa robe doit être complètement détruite. Mais on ne travaille pas sur des haillons, on travaille sur une robe absolument impeccable et sublime que l'on va, ce qui me plaît aussi beaucoup.
Mais il manquera un peu ce petit truc. Et je voudrais qu'on trouve quand même la jonction entre ce qui va effectivement sortir un peu des panières, ce que Eric appelle la banda, c'est-à-dire quand on a besoin de 5 militaires d'un coup ou de 15 ministres. Bon, bah là, c'est un accessoire qui dit la chose avec une fraise. Mais je voudrais pas que les costumes des acteurs... Mais en même temps, moi, je me laisse aller à la beauté de leur talent et de leur savoir-faire. Hier, sur Chapoty, c'était vraiment un tableau descendu, quoi. L'armure. Qui joue Rodrigue. Sur Rodrigue. Baptiste Chapoty, ouais. Oui. C'était vraiment un tableau Renaissance. Et on va voir. Après, il y a la lumière. Alors, ça, avec Couder, c'est toujours merveilleux. Il y a aussi là un quatrième larron. Là. Bertrand Couder. Bertrand Couder. On peut dire que c'est un larron. Oui. C'est formidable. Puis le fait qu'il ait éclairé tout Chéreau, qui est quand même un demi-dieu pour moi, sinon un dieu tout court. Il y a ça, et puis il y a son accessibilité. Là aussi, j'avais très peur, moi, la première fois où j'ai travaillé avec lui. Et puis avec Bertrand Couder. Avec Bertrand, bah oui, je sais pas. Et puis il était un peu précédé d'une réputation un peu de caractère assez... Un peu lapidaire. Un peu, voilà. Et puis ma foi, non, c'est un père. Et on collabore formidablement. Et il est très, très, très touchant. Moi, ce qui me plaît, c'est la part... je m'aperçois que j'en parle à propos de ma femme, à propos d'Éric, et à propos de Bertrand, le côté enfantin des choses. On joue à... Et quand on a commencé Claudel, je me suis souvenu dans des bouquins dont je parlais tout au début d'enfants, qui s'appelait Je fais semblant d'eux. Et c'était en fait des frères et sœurs qui jouaient à se refaire l'histoire de France avec un balai, un seau. Et moi je faisais ça. Ça m'a passé assez vite. Mais j'avais ce goût du déguisement. Ça, c'était un de mes... montant dans les greniers, je descendais. Puis je dois dire qu'un jour, je faisais une danse, je connaissais pas encore les Indes galantes, mais je pense que j'ai fait l'entrée des sauvages, moi tout seul, devant ma grand-mère, qui était mon public favori. Celle à qui je faisais jouer la vie de Marie-Antoinette, jusqu'à ce que je la mette en chemise de nuit, la tête sur une chaise pour la découper. Et elle le faisait. Elle le faisait, on était éclairés, que des bougies dans l'appartement. Enfin bon, mon grand-père a mis le holà après. Mais je dansais cette chose un peu bizarroïde. J'avais pas vu que de l'autre côté c'était un appartement, on pouvait voir de la fenêtre de l'autre côté. Traversant. Et j'ai entendu un hurlement de rire, et c'était ma mère. Et je pense que, alors j'ai toujours pas vu ce psy, je pense que le rire de ma mère ce jour-là a arrêté toutes mes velléités de déguisement. Ah si. Elle m'a, c'est comme si une coquille s'était refermée. Et alors que je leur imposais tous les dimanches soirs un spectacle où je récitais, je chantais, je devais les ennuyer beaucoup. À partir de ce jour-là, j'ai complètement arrêté, je me suis complètement fermé. Et il y a un pont levis qui s'est levé. Parce que pour vous, c'était très sérieux. Pour moi, c'était très sérieux. En rire, c'était pas bien. Pas ce rire-là. Est-ce que vous pourriez aller vers des costumes totalement imaginaires ? Alors voilà, ça c'est quelque chose, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que je l'ai peut-être écrit quelque part récemment, ça me parle ça. Oui, je me suis dit que peut-être je devrais me sortir de mes documents et aller attendre peut-être le metteur en scène ou la production qui me dira, ben voilà, c'est quelque chose qui n'a pas d'époque, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de lieu, et qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que je serais bien embêté. Je crois que si j'ai pas le support parce que j'aime inventer, c'est ce que j'ai fait en couture, mais à partir de... Parce qu'un de mes jeux favoris aussi, c'était, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était ces cartes qui étaient partagées en 3, des personnages, c'était des trucs victoriens. On a la tête, le buste, les jambes, et on mélange tout. Cadavreski, non ? Ah oui, un peu ça. Et puis, il y a bien plus tard, après, bon, j'étais très adulte, j'étais déjà en couture, on m'a offert un qui était fait à partir des grands peintres. Alors, il y avait une tête de Van Gogh, un buste de Rembrandt, et les jambes de Modigliani. Et ma couture, en fait, c'était ça, c'était pas plus que ça. J'ai rien inventé, j'ai juste tout déchiré, tout recollé. C'est ça qui me plaisait. Sinon, inventer la coupe de je ne sais quoi, inventer le hit bag, inventer... C'est là que j'ai commencé... La fin de la maison de couture, elle a été inconsciemment provoquée par mon désintérêt. Pas mon désintérêt pas pour la couture, ni pour le... Mais ce que devenait justement ce métier quand on avait prononcé homme d'affaires et que je n'étais pas, et que je pouvais l'être peut-être, à mon sens, mieux que ceux qui se le prétendaient l'être,
parce que je trouvais que c'était mal fait. Je pensais qu'avec mon Jiminy Cricket, mes convictions, mes entrailles et mon nez, Aujourd'hui, on en c'est reparlera une autre fois, mais je sentais que j'avais eu des instincts qui me... là, on est à la Comédie Française, on est sur le Palais Royal. Je me souviens d'un déjeuner avec Bernard Arnault qui me dit, bon, si jamais on ouvrait une boutique autre, où est-ce que vous aimeriez être? J'ai dit, le Palais Royal. Il me dit, vous êtes bien un poète, vous êtes bien un romantique. Voilà, il disait que vous étiez un poète. Ah, toujours. Vous êtes un poète, la presse vous aime, mais vous ne serez jamais un homme d'affaires. 6 mois après, il a ouvert une boutique Merco Jacobs sur le Palais Royal. Et beaucoup de choses comme ça qui m'ont fait baisser les bras, parce qu'à un moment donné, je n'étais plus là que pour défendre... parce que chaque fois, on voulait me couper des têtes, on voulait m'enlever des gens. Et finalement, je dessinais pas de moins en moins, mais je passais beaucoup trop de temps à mon goût en bourgeois de Calais, avec la corde autour du cou, à aller au siège du groupe, prier que... Et vous êtes parti avant que ce monde ne change de paradigme. Oui, c'était juste en train... C'est pour ça que je pense toujours que le dessin animé avec la route qui s'écroule derrière. Bon, j'espère que le théâtre va... Mais j'en parlais hier avec... donc pour ce Polyphémo de Versailles, je travaille avec un atelier qui s'appelle Caraco, avec une fille formidable, qui s'appelle Claudine Lachaud, qui dirige ça, qui travaille pour la plupart des théâtres et des films. Qui fait des costumes. Des costumes. Rue Saunier, derrière les Folies Bergères. Et elle se posait la question de l'âge, de l'équipe, et qu'est-ce qu'elle veut faire, et ses collections, parce que finalement, quand on aime les costumes, mais on en achète un, deux, puis on s'aperçoit qu'on a des pièces formidables, dignes des musées. On faisait un peu le compte des ateliers qui avaient fermé, et on se disait, mais est-ce que les générations qui arrivent vont être sensibles aux costumes d'époque ? Il y a un endroit formidable pour nous tous à Lyon qui s'appelle Valder, l'établissement Valder, qui vend des tissus pour tout le monde, mais en particulier pour les théâtres. On vient de l'Europe entière les chercher là. Et c'est toujours sympathique parce qu'ils sont lyonnais formidables, des hôtes particuliers, et souvent on se retrouve avec d'autres costumiers. On est jeunes, on se parle. Et chacun fait un état de son expérience du moment. Et la dernière fois, j'étais très perturbé par un costumier qui avait en charge les costumes d'une série qui va se passer à l'époque de Talleyrand, qui a affaire avec la cuisine, etc. Mais la feuille de route du producteur, c'est surtout pas de costumes d'époque, faites des costumes de mode. Que ça plaise aux comment est-ce qu'on appelle ça aux millennials, non. Oui, mais aussi... j'aime tellement pas ce métier, parce que c'en est un que je l'oublie. Pas tant danseurs, mais aux influenceurs. Les filles. Voilà, c'est ça. Alors moi, ça influence. Je vous regarde. Non, regarde André et Zélie parce qu'elles sont un peu plus jeunes que nous. Mais ça, c'est quelque chose qui... Bon, faut pas se révulser. Faut aussi... j'ai appris ça aussi dans le... Ça, c'est du divertissement. De regarder son époque, et de l'accepter, et d'essayer de la comprendre, et de savoir qu'il y a l'ombre et la lumière dans toute chose. Mais voilà. Mais peut-être qu'en même temps... Toujours par Instagram et toujours par le biais de ces gens qui me disent « Ah, mais j'avais 10 ans et... ça peut venir même de très loin. Il y a un garçon qui doit avoir 25 ans, je ne sais pas, et qui, à travers ses livres d'histoire du costume, de mode, et ce qu'il regarde depuis la Roumanie, où il est un peu sevré, il est un peu fin de tout ça, il a retrouvé... des fers qu'utilisaient les plisseurs. Alors, il y avait un plisseur à Paris qui s'appelait Monsieur Lognon, qui était russe, voilà. Dont les ateliers sont maintenant à Aubervilliers. Voilà. Oui. Donc tout ça, s'il n'y avait pas la maison Chanel pour maintenir ce savoir-faire, je ne sais pas exactement ce que ça deviendrait, parce que la mode d'aujourd'hui fait pas vraiment appel. Ça fait partie des ateliers d'art qui ont été rachetés par Chanel. Et en même temps, je pense que les nouveaux qui arrivent ont d'autres manières de traiter l'accessoire, de traiter la décoration, de traiter la broderie. Et c'est très intéressant. Et ce garçon-là, donc, qui a trouvé au plus, je ne sais où, ces fers très particuliers pour plisser, ça peut y avoir des motifs. Et donc, son idée, c'est de prendre des matières inattendues, des plumes qui mélangent. Et il obtient des choses qui seraient, si j'étais encore couturier, intéressantes pour les collections. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a un côté, il y a eu un côté quand je suis arrivé, là aussi j'ai vu un monde passer à l'arrière, une couture qui était terminée quand je suis arrivé. Mais ce que je voulais, c'était reconstituer, comme dans Falbala, ce que vous avez fait. Une vraie maison de couture, oui, un peu caricaturale. J'aime bien le côté caricatural des choses.
Et puis surtout, j'arrivais, mais vraiment avec une candeur aux innocents, les mains pleines. J'avais rien, je ne savais pas du tout, ce n'était pas mon métier. Et j'ai fait pour la première collection chez Patou en 81 ce que me semblait devoir être une ça, c'est collection avant de créer votre maison. Oui, vous êtes chez Patou, 81, directeur 81, artistique. 82. Et ça a été un four total parce que c'était de l'histoire du costume, quelque part. Hein. Il fallait que vous soyez chez vous pour Il fallait pouvoir déployer ça. Voilà, mais même chez eux, je pense qu'à partir... Bon, je suis passé 5-6 ans. Bon, je ne vais pas dire que j'apprends vite, mais j'ai un sursaut de quoi? De vie. D'orgueil. De ne pas me laisser... Ah bah oui, ça n'en a pas un minimum. Ouais. Oui, il y a une fierté. Oui, moi je suis même un peu électrique sur ce côté-là. Le mot de la fin, Christian Lacroix, merci. Merci infiniment, merci. Bon. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.